Monsieur Benoît Charette, c'est encore un plaisir de vous avoir. Il y a exactement un an, à 4 jours près, lors de votre nomination, vous nous avez accordé ici à Néo Québec un entretien. Puis, comme je le dis, on s'était promis de se reparler, si ça n'était pas plus tôt, au moins au bout de la première année. Donc, merci d'avoir honoré votre promesse, je dirais. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que vous êtes le ministre, entre autres, responsable de la lutte contre le racisme au sein du gouvernement du Québec. Alors, le 9, donc, grosso modo, on va parler de vos un an. On va dire ça comme ça. On va tenter un bilan de vos un an à la tête de ce ministère, mais aussi du fait qu'à la fin de l'année dernière, au mois de décembre, je pense, c'était aussi les un an, si je peux appeler ça comme ça, de la publication du rapport du groupe des sept, du groupe d'action contre le racisme, où on a vu le gouvernement présenter quelques petites actions. Donc, moi, je vais commencer avec ça. Un an à la tête de ce ministère. Quel est votre propre bilan? Parce qu'en décembre dernier, on a réussi à faire un beau portrait de situation et on se l'est dit dès le départ, hein. Je me souviens de notre première conversation. Naturellement, on doit réaliser un plan d'action, 25 actions, et on n'a pas à les privilégier. On doit toutes et de façon non équivoque les réaliser. Et le bilan qu'on a pu faire en décembre dernier, c'est de dire on avance. On avance dans chacun de ces chantiers-là. On ne peut pas prétendre qu'une mesure est entièrement réalisée. Peut-être celle de la nomination d'un ministre ou d'une ministre responsable, mais pour le reste, on est clairement en action là, pour chacune d'entre elles, que ce soit au niveau du système d'éducation, que ce soit au niveau des services policiers, que ce soit au niveau de la reconnaissance des formations acquises à l'extérieur, que ce soit aussi également au niveau, par exemple, de tout le travail qui est fait parce que dans les faits, il y a deux volets, hein. Je reprends, il y a des mesures plus générales qui s'appliquent à l'ensemble de la population. Il y a un volet qui touche spécialement aussi les communautés autochtones et c'est ce qu'on a pu présenter, là, les avancées dans chacune de ces mesures-là, avec moi ce qui me rend optimiste pour la suite des choses, des moyens financiers d'une part qui sont importants, mais surtout la collaboration de l'ensemble des ministères là, qui sont impliqués. Parce qu'il faut savoir, le rôle dont j'ai hérité, c'est un rôle de coordination. Souvent, les mesures sont dans des ministères en particulier. Lorsqu'il est question, par exemple, de formation des corps policiers, lorsqu'il est question de revoir le système des interpellations, c'est ma collègue vice-première ministre et ministre responsable de la sécurité publique qui doit s'assurer de la mise en application de ces mesures-là. Et on Justement, a un beau portrait de situation là, pour chacune de ces mesures-là après une année à peine d'action. Justement, on va essayer de rentrer dans ces actions, mais vous faites bien de dire que vous êtes beaucoup plus dans un rôle de coordination, parce qu'il y a un an, lors de votre nomination, la perception que la population a eue, c'était qu'il s'agissait d'un ministère plein avec toutes les responsabilités qui vont avec toutes les structures, avec le budget qui va avec. Bon, finalement, on s'est rendu compte que ça n'était pas le cas. Parlons concrètement, parlons de ces actions parce que, M. Charette, l'impression, je vous dis encore, l'impression que les gens, parfois, c'est qu'on ne, c'est qu'on ne perçoit pas. Je parle d'impression, je parle de perception, on ne perçoit pas ce qui se passe. Je prends par exemple ce qui a été présenté au mois de décembre. Euh, les trois premières actions dont vous avez parlé concernent le projet de loi 18 qui est sur la réforme policière. Est-ce que ça, c'est votre ministère qui va véritablement impulser ces changements ou alors c'est les services de police propres qui doivent gérer les problèmes
des interpellations aléatoires, du profilage racial, de la formation continue. Est-ce que c'est vous ou c'est propre au service de police? Peut-être juste une précision qui est fondamentale et c'était connu depuis le début. Ce n'est pas un nouveau ministère qui a été créé. Il n'y a pas de ministère de la lutte au racisme. C'est une responsabilité ministérielle qui est supportée par un bureau de coordination qu'on a créé de toutes pièces parce que ça n'existait pas. Donc, dans la fonction publique, maintenant, on a des fonctionnaires là, qui ont été embauchés pour s'occuper spécialement du suivi du plan d'action. Donc, je veux pas laisser entrevoir la possibilité ou laisser entendre que c'est un ministère. C'est une responsabilité ministérielle. C'est une Mais là nuance aussi, importante là, que vous apportez. tout à fait, tout à fait. Et c'est une nuance qui est non seulement importante, mais qui nous permet d'invoquer un principe qui est fondamental dans notre système parlementaire, celui de la responsabilité ministérielle. Donc, par le passé, si ce type de dossier-là n'avançait pas suffisamment rapidement, malheureusement, on n'avait pas de ministre imputable en quelque sorte. On ne savait pas vers qui se tourner pour avoir des réponses. Donc, on est venu régler cet élément-là de façon importante, ce qui fait que les différentes mesures qui doivent être réalisées, si elles ne se réalisent pas, ben, je serai la personne imputable et je serai la personne responsable de rendre des comptes. Pour ce qui est du volet plus spécifique au corps policier, vous avez évoqué, c'est un travail de coordination. Donc, c'est réellement ma collègue Geneviève Guilbeault qui porte le projet de loi, qui aura à s'assurer de son adoption au cours des prochaines semaines, mais c'est un travail préalable qui s'est fait avec l'entremise de nos cabinets respectifs. J'ai eu à intervenir sur la question à plusieurs reprises. Donc, moi, je m'assure en quelque sorte que le travail est fait. Et si le travail devait ne pas se faire, mais je serai celui qui sera imputable et qui sera questionné. Mais au niveau policier, il y a, oui, ce projet de loi-là qui est fondamental. On souhaite encore une fois son adoption d'ici le mois de juin, donc assez rapidement. Mais il y a d'autres démarches aussi qui ont été faites, que ce soit avec la Commission des droits de la personne, que ce soit avec l'École nationale de police, s'assurer que autant les étudiants, les étudiantes en technique policière que les policiers, policières qui sont en fonction reçoivent une formation qui est continuellement mise à jour et s'assurer que on puisse bien prendre la mesure de la problématique des interpellations là, chez nos policiers policières. Mhm. Dans les autres actions, donc on le sait, il y a ces actions-là que la police a engagées. Je parle plus précisément du service de police de Montréal, dont j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur et voir un peu ce qu'il mettait en place par rapport aux questions qui étaient posées. Il y a deux autres actions, vous venez de le dire. Il y a la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, mais il y a deux autres actions précises où je voudrais vous entendre, M. Benoît Charette. C'est celle qui concerne la fonction publique. On le sait, on l'a toujours dit, on a déploré le fait qu'au niveau de la fonction publique, on a estimé qu'elle n'était pas assez représentative. Et pourtant, ça aussi, ça pourrait faire changer les choses. Je sais, vous allez me dire tout dans quelques minutes, vous allez me dire qu'on est passé de 11% à 2018 à 14% grosso modo au mois de mars ou juin quand les chiffres sont sortis. Mais ce qui revient comme information, M. Charette, c'est que oui, on recrute des minorités visibles, mais on les recrute à la fonction publique pour les postes d'entrée. Ce 14%, dans ce 14% au sein de la fonction publique, c'est grosso modo près du 70, entre 70 et 80% qui sont dans les postes d'entrée. Qu'est-ce que vous, gouvernement, qu'est-ce que vous, ministre de la lutte contre le racisme, pouvez faire pour qu'on voit aussi, on essaie de travailler au niveau des cadres? Une autre très bonne question et ça, c'est un enjeu qui, moi, me préoccupe depuis plusieurs années et depuis avant même ma nomination comme ministre responsable de la lutte au racisme.
Je dis souvent que par le passé, dans un précédent mandat, j'étais vice-président de la Commission de l'administration publique et à chaque année, on reçoit là, le rapport annuel de gestion de l'ensemble des organismes publics québécois. Et c'est une des données que j'allais voir systématiquement et sans doute la première que j'allais voir, c'est-à-dire le nombre de personnes issues de la diversité qui maintenant composaient les rangs de ces organismes-là. Et pendant des années, malheureusement, l'augmentation était marginale et très, très loin des objectifs. Donc, en décembre dernier, je saluais les avancées parce que ce sont des avancées qui sont importantes. Ceci dit, il faut s'assurer que cette présence-là, vous le dites très bien, soit à tous les échelons de ces organisations publiques-là. Et là aussi, on a fait, je pense, une avancée qui est digne de mention à travers ma collègue Sonia Lebel, qui a fait adopter un projet de loi qui va faciliter de beaucoup le recrutement de fonctionnaires et qui va permettre aux différentes directions à tous les niveaux de cibler davantage les profils que l'on souhaitera embaucher pour s'assurer notamment d'une plus grande représentativité. Donc ça, c'est un projet de loi là, qui a été adopté il y a quelques mois tout juste, qui devrait aussi produire ses résultats. Et on parle beaucoup de fonction publique, mais il y a un élément important du groupe d'action contre le racisme, c'est également la représentativité au niveau des conseils d'administration des sociétés d'État. Et Oui. là, on parle d'échelons réellement supérieurs. Et là aussi, dans la dernière année, le mot s'est passé et on a pu faire des avancées significatives, ce qui fait qu'on a une plus grande, en l'espace d'une année à peine, on a pu augmenter cette représentativité-là. Et naturellement, la consigne est maintenue pour s'assurer qu'on arrive avec des conseils d'administration qui soient à l'image de la population. Je nous ramène quelques années par le passé. On avait clairement une sous-représentation par exemple, des femmes. Donc, il y a eu un travail de fait à ce niveau-là. Maintenant, la parité, elle est, pour ainsi dire, acquise, sinon presque acquise. Maintenant, il faut prendre la même approche, c'est-à-dire autant de détermination pour s'assurer, oui, les femmes, oui, les jeunes, mais également qu'on ait une représentativité de la population qui est celle du Québec. Mais en un an, je dois vous avouer, je suis le premier ravi. Ce sont des avancées significatives. Et on aura très certainement à très court terme cette représentation-là sur l'ensemble des sociétés, sur l'ensemble des conseils d'administration des sociétés d'État du Québec. Et là aussi, là, c'est réellement en accéléré que cette avancée se produit. Ça arrive trop tard quant à moi, mais c'est réellement le gouvernement en place qui maintenant s'assure et en mettant la pression, j'appelle ça une pression constructive là, pour s'assurer s'assurer de résultats là, concrets en la matière. Vous venez de dire le mot pression en mettant la pression. C'est-à-dire que c'est basé sur la bonne volonté, c'est basé sur le service voilà, le besoin de service public de la part de ces sociétés d'État ou dans les conseils ou dans la fonction publique, mais est-ce que vous avez un moyen je ne vais pas utiliser de coercition, mais est-ce que vous avez un moyen de forcer, de contraindre cette direction-là à appliquer vos recommandations? Il y a différents outils là, qui sont en évaluation actuellement, c'est-à-dire appuyer la formation de futurs cadres au niveau des conseils d'administration. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui est déjà possible et que l'on regarde comment renforcer auprès des gens là, issus de la diversité. On regarde aussi la possibilité de légiférer parce que là, c'est une orientation politique gouvernementale qui est très, très claire. On est en train d'évaluer s'il n'y aurait pas possibilité de l'inclure dans la législation. Donc, ça, c'est un élément, un outil supplémentaire qui nous serait d'une grande utilité parce que le souhait, naturellement, l'actuel gouvernement est définitivement résolu à changer la donne en ces matières, mais on veut surtout s'assurer que cette volonté-là soit pérenne.
Il y aura élection l'automne prochain. Je ne présume d'aucune façon du résultat. Et peu importe le gouvernement qui remportera cette élection, je vais souhaiter qu'on poursuive sur la même lancée. Donc, c'est là où on a mis en place le bureau de coordination qui est complètement indépendant du politique et qui est doté de fonctionnaires là, en bonne et due forme. Et c'est là où, si on devait changer une législation, c'est une législation qui va survivre au gouvernement actuel. Donc, le but, c'est que cet élan-là ne soit pas ralenti, ce peu importe le résultat de la prochaine élection, l'automne prochain. Question un peu, je dirais quoi, subjective, entre guillemets. Euh, le bureau de coordination, la responsabilité que vous avez, est-ce que vous pensez que vous êtes, avec ce bureau, à la hauteur de l'ampleur de la tâche? En termes de moyens, oui, on est très, très bien supporté. Donc, ce sont des fonctionnaires là, qui, au quotidien, travaillent au suivi du plan d'action. Ce sont des fonctionnaires qui ont dorénavant, dans chacun des ministères concernés, leurs répondants. Nous-mêmes, au niveau politique, au cabinet, on a une personne qui est entièrement dédiée à ce suivi-là et qui a aussi des répondants dans l'ensemble des cabinets politiques concernés. Donc, autant le politique que l'administratif se sont donné les moyens nécessaires là, pour pouvoir avancer sur chacun des dossiers. Et ce qu'on a pu se dire la dernière fois, que je réitère, avoir des objectifs, c'est bien, mais si on n'a pas de moyens pour les réaliser, ça ne nous donne strictement rien de plus. Et c'est là où je suis réconforté parce que dans la dernière année, là, c'est 200 millions de dollars et même plus qui ont pu être confirmés en termes de moyens. Et dans les dernières semaines uniquement, peut-être vous donner deux exemples bien, bien précis qui touchent deux volets différents. On a parlé plutôt de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui, depuis des années, pour ne pas dire des décennies, se plaignait d'un manque de financement pour faire face aux plaintes et surtout s'assurer que les gens, les personnes qui sont victimes de discrimination aient des recours à leur disposition. C'est malheureusement des moyens qui leur manquaient. Ces moyens-là insuffisants faisaient en sorte que le traitement des plaintes pouvait prendre jusqu'à quelques années. Donc, souvent, la personne victime de discrimination renonçait à porter plainte parce qu'elle savait que son cas ou sa situation ne serait pas étudiée avant plusieurs années ou sinon la personne perdait espoir en cours de route et finissait par abandonner. Donc, c'est plus de 20 millions de dollars qui ont été confirmés en novembre dernier pour venir renforcer la Commission des droits de la personne. Et tout récemment, il y a quelques jours à peine, aussi plus de 20 millions de dollars qui ont été confirmés. C'est un volet complètement différent, mais qui est tout aussi important, la construction d'un nouveau musée de l'Holocauste pour que l'on puisse, oui, avoir des moyens pour, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, sensibiliser les gens sur l'importance du civisme, l'importance de la citoyenneté, l'importance des droits humains. Donc, c'est un volet qui touche davantage l'éducation que celui du musée de l'Holocauste, mais qui s'inscrit dans notre action très, très résolue de lutter là, contre toutes les formes de discrimination. Donc, en l'espace de quelques semaines, on parle de plus de 45 millions de dollars. Et je pourrais vous parler des autres mesures aussi qui ont été supportées et qui totalisent plus de 200 millions de dollars en l'espace d'une année à peine. Et ce sont des sommes importantes, naturellement, mais qui n'ont jamais, malheureusement, par le passé, eu d'équivalent là. Donc, c'est réellement une volonté politique qui est renforcée, qui est appuyée là, par des moyens significatifs. Mhm. Je voudrais aborder une dernière action. Quand on s'est parlé il y a un an, vous avez, vous avez manifesté votre désir, votre souhait de travailler avec, de collaborer avec différents, que ce soit des organismes communautaires, avec des différents groupes, avec des leaders, pourquoi pas des différentes communautés, afin que tout le monde, parce qu'il s'agit de quelque chose de commun, afin que de collectif, afin que tout le monde se mette en chemin pour lutter contre ce racisme-là.
la campagne de sensibilisation grand public. Est-ce qu'on est d'accord, Monsieur Charette, qu'elle a loupé sa cible? Est-ce que vous partagez cet avis? Je vous parle de cette campagne En où fait, elle on a a... fait jaser. Oui, Elle elle a a fait fait jaser avec jaser. les amis québécois et autres. Ouais. Effectivement, il y a une controverse que je ne souhaitais pas, mais le concept à la base, je prends quelques instants pour le réitérer. C'est un concept qui a été établi et défini à toutes les étapes par plusieurs personnes, dont plusieurs représentants, c'est difficile de dire représentants, mais de personnes issus là, de groupes minoritaires et de différentes communautés culturelles. Donc, c'est un concept qui avait été validé par des groupes témoins, largement composés de gens issus de différentes communautés culturelles et c'est en quelque sorte eux et elles qui disaient, ben, nous, dans les faits, on n'est rien d'autre que des Québécois, à juste titre. Et ce sont des concepts qui sont présentés qui reflètent malheureusement des préjugés très, très présents dans la société. Donc, le choix de la campagne de publicité, honnêtement, je le cautionne. J'aurais aimé qu'on puisse peut-être mieux en saisir la portée, mais s'il a fait autant réagir, c'est que c'est certainement venu heurter certaines sensibilités. Peut-être qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne croient pas qu'on parlait de préjugés bien, bien présents. C'est triste en même temps parce que chacune des capsules faisait référence à des préjugés. Donc, les gens doivent réaliser que ces préjugés-là sont encore présents dans notre société et qu'on est tous québécois. Cela dit, j'aurais aimé qu'elle soit reçue positivement, mais en même temps, très content qu'on en ait autant parlé. Moi, une Pas dans publicité le qui bon ne sens aussi. c'est-à-dire, oui, c'était partagé. Hein? Il y a Oui. des gens qui ont aimé, il y en a d'autres qui ont moins aimé, c'est dans leur droit, mais on en a parlé et à chaque fois qu'on en a parlé, ça a été une occasion de parler de lutte contre le racisme, de lutte contre les préjugés. Et c'est la première fois qu'il y avait une campagne de cette nature-là. Peut-être réitérer un élément qui fait partie là, des actions à réaliser. C'est une campagne qui va s'échelonner sur 3 ans. Et je vous rassure, là, on ne verra pas les mêmes capsules pendant 3 ans. C'est terminé. Ça prenait fin avec le mois de janvier. Mais vous verrez au fil des 3 prochaines années d'autres concepts que je souhaiterais moins controversés, mais d'autres concepts qui vont mettre de l'avant l'importance de lutter contre les préjugés, contre le racisme. Tantôt, on peut penser qu'on verra les recours qui sont à la disposition des gens qui en sont victimes. Tantôt, sans doute, des concepts qui mettront de l'avant ce que peuvent ressentir les gens, les personnes qui sont victimes de racisme. Donc, au cours des 3 prochaines années, là, différents concepts seront présentés et certains toucheront particulièrement, notamment les Autochtones aussi. Donc, c'est réellement ce que j'appelle une campagne sociétale qui est bien appuyée financièrement là, pour être soutenue dans le temps. L'exemple que j'ai beaucoup donné au cours de la dernière année, c'est celui de la Société d'assurance automobile du Québec à travers ses campagnes qui tantôt abordent le cellulaire au volant, tantôt l'alcool au volant, tantôt la drogue au volant. Donc, la campagne qui est en branle et qui va se poursuivre, donc, va toucher différents volets. Et je vais souhaiter qu'elle ait un impact réel sans le volet controverse pour ce qui est des prochaines capsules. Que ça ne fasse plus jaser. Je voudrais qu'on Mais termine. il faut en jaser. Il faut Il faut qu'elle en fasse jaser, mais jaser, dans par le contre, bon mais sens, tout à fait. positivement. Voilà. 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 Je voudrais qu'on termine avec deux questions ou deux idées. Il y a une initiative que vous avez lancée il y a quelques jours. Mais avant qu'on ne parle de cette initiative, je voudrais d'abord vous ramener à des questions, deux petites questions d'actualité. Je parle au ministre, je parle à l'homme Benoît Charette. Ces derniers temps, on a vu une persistance des actes haineux anti-asiatiques, notamment envers la communauté asiatique, qu'on a continué à voir dans la société malgré les campagnes de sensibilisation. Et récemment, il y a encore
à peine 48 heures, avec ce qu'on a appelé le convoi de la liberté, les camionneurs, on a vu au sein de ces camionneurs, de cette foule, des drapeaux, des signes apparaître qui sont tout sauf des signes d'inclusion, qui sont des signes d'exclusion, pour ne pas dire des signes d'extrémisme. Et M. Charette, autant moi que d'autres, et là, pour la première fois qu'on se parle, je mets ma personne en avant, autant moi que d'autres, observons une recrudescence, quoi qu'on veuille le dire, de l'extrême droite, de petits mouvements d'extrême droite au Québec. Est-ce que c'est quelque chose j'imagine que ça vous préoccupe, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour contenir ça? En fait, ce sont des gestes odieux que je dénonce et que le gouvernement dénonce à chacune des fois avec beaucoup d'intensité. Moi aussi, je regardais ces dernières semaines, ces derniers jours, lorsqu'on voit des drapeaux nazis ou autres. D'ailleurs, je l'ai déploré là, à quelques reprises publiquement ces derniers jours. Ça vient me heurter. On se dit, il y a quelque chose que ces personnes-là n'ont pas saisi, la portée de ces symboles-là. Et oui, ça peut laisser entendre une recrudescence de certains groupuscules d'extrême droite. Donc, nos corps policiers sont très au fait de ça. Ils ont des outils à leur disposition. Nous leur donnons des outils pour s'assurer qu'on puisse cibler ou à tout le moins identifier les menaces potentielles. Mais c'est inquiétant, c'est très, très certain. Lorsqu'une personne se sent dédouanée au point de sortir dans la rue avec des drapeaux ayant une charge haineuse aussi forte, c'est qu'il y a un cheminement là, chez cette personne qui est problématique et qui est inquiétant. Donc, nos policiers ont des moyens à leur disposition pour voir un petit peu comment mieux cerner ces groupuscules qui peuvent représenter une menace à la cohésion sociale. Sinon, c'est à travers des gestes bien précis. Vous parlez de la communauté, des communautés asiatiques québécoises, mais aussi un peu partout à travers le monde, qui ont été touchées depuis le début de la pandémie par une recrudescence de préjugés à leur endroit. Il faut le condamner. Et c'est le but du mandat qui m'a été donné, faire en sorte que ces gestes-là soient non seulement condamnés, mais deviennent intolérables pour le plus de gens possible, de sorte qu'on puisse être plusieurs et toujours plus nombreux à les condamner. Mais de façon concrète, vous allez voir, des fois, l'action peut sembler s'éloigner, mais le but demeure le même. On a beaucoup travaillé au cours de la dernière année avec des représentants de la communauté chinoise pour reconnaître le statut patrimonial du quartier chinois. On a fait une très belle annonce en ce sens-là il y a quelques semaines, tout juste, avec ma collègue Nathalie Roy, ministre responsable de la Culture. Vous allez me dire, c'est quoi le lien? Mais le lien, il est très, très simple. C'est de démontrer que la communauté chinoise fait partie du patrimoine québécois, qu'elle fait partie de l'histoire du Québec et qu'il faut en être d'une part conscient, mais valoriser ce patrimoine-là. On fait la même démarche actuellement avec mon collègue Jean-François Roberge au niveau de la réforme qu'il a annoncée l'automne dernier du cours d'éthique et culture religieuse pour que dans le cursus scolaire, autant nos jeunes du primaire que nos jeunes du secondaire, tout au long de leur parcours, aient des enseignements sur le civisme, sur le racisme, sur le vivre ensemble. Donc, c'est à travers une forme directe ou indirecte de pédagogie qu'on va aider à changer les mentalités et faire en sorte, je répète toujours la même chose, que le racisme soit toujours plus intolérable et qu'il soit toujours plus condamnable. Donc, des fois, ce sont des actions très, très directes. On parlait des interpellations policières, donc c'est difficile d'être plus direct. Tantôt, c'est à travers la pédagogie, l'enseignement, l'éducation. Donc, c'est certain que les résultats vont peut-être prendre plus de temps à se manifester. Mais quand je sais que tous nos jeunes du primaire et du secondaire auront ces outils-là dans leur sac à outils, en quelque sorte, ben, je me dis que c'est une génération qui sera là pour nous appuyer et faire en sorte que tous ces gestes-là deviennent encore plus intolérables. Et c'est là où le mandat de coordination, dont j'ai hérité
clé est cruciale. Je veux m'assurer que chaque ministère qui a une partie de solution dans sa mission puisse l'exercer pleinement. Mhm. Terminons, je l'ai dit, avec cette initiative que vous avez lancée il y a quelques jours. Ce sont les prix alors, je parle les prix de lutte contre le racisme. Voilà. Dites-nous quelques mots. Vous voulez récompenser que ce soit des personnes ou alors des organismes qui participent à la lutte contre le racisme, qui posent des actions contre le racisme. Je sais qu'il reste très peu de jours d'ailleurs pour postuler. Euh, Parlez-moi un peu de cette initiative. Pourquoi? Merci de m'en donner l'occasion. Puis c'est un autre très bel exemple. J'ai, avec mes collègues, le mandat de réaliser 25 actions en particulier, mais ce n'est pas exclusif et ce n'est pas limitatif. Créer un prix de cette nature-là ne fait pas partie du rapport du groupe d'action, mais c'est un outil supplémentaire à notre disposition pour mobiliser les gens, reconnaître les belles actions qui sont posées. Donc oui, les gens peuvent, pour les prochaines semaines encore, déposer un dossier de candidature et je veux en faire une tradition. Je souhaiterais que ce prix-là perdure dans le temps et qu'à chaque année, on puisse souligner la contribution inestimable de personnes qui au quotidien s'investissent et dans certains cas depuis très, très, très longtemps pour un Québec sans racisme. Et c'est d'ailleurs le thème de ce nouveau prix qui a été annoncé là, il y a quelques jours tout juste. Mhm. On va terminer, Monsieur Charette. Dans quelques mois, on va quand même faire face à une élection. De ce que j'ai compris de votre propos, a priori, c'est un gouvernement caquiste qui gagne l'élection. On peut espérer que ce ministère, cette responsabilité que vous avez restera. Vous l'avez dit, pour ce qui concerne les autres gouvernements, c'est votre souhait. Si jamais c'est un autre parti qui gagne, mais que cela continue, y a-t-il un moyen, question très naïve, mais y a-t-il un moyen d'en chasser ça quelque part pour que la lutte contre le racisme devienne quelque chose de pérenne dans la société? Très, très bonne question. Et dans les faits, j'insiste pour dire qu'on ne peut pas personne présumer du résultat de l'élection. Et moi, le premier, je vais souhaiter que ça se perpétue. Naturellement, chaque nouveau gouvernement, chaque nouveau premier ministre ou nouvelle premier ministre a la latitude de créer un conseil des ministres à l'image du programme qu'il s'est donné. Donc, c'est difficile d'imposer ce type de nomination-là. Ce qui me permet, par contre, d'être optimiste, c'est à partir du moment où ça a été fait, bien mal placé, je dirais, le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre qui n'oserait pas renommer une personne responsable du dossier parce que la tension médiatique sera très forte. Il aura ou elle aura à répondre à des questions précises à ce niveau-là. Donc, non, on ne peut pas le garantir, mais je pense qu'on a créé un précédent là, tout à fait important et tout à fait incontournable. Donc, dans les faits, je suis très, très optimiste pour ainsi dire, convaincu que le prochain gouvernement aura aussi en son sein un ou une ministre responsable de la lutte au racisme. Mais il y a un élément supplémentaire qu'on est venu ajouter, par contre, qui là aussi, sans dire que c'est issu d'une loi, crée un précédent important. Le bureau de coordination qu'on a mis en place au niveau de l'administration publique, je ne vois pas comment un prochain gouvernement ferait fi de cette instance-là et comment il pourrait s'en départir en quelque sorte. Donc, je pense que ce sont des précédents importants et une obligation de résultat. Le rapport en question va survivre à l'actuel gouvernement. On s'est donné un échéancier de 5 ans pour le mettre en place. Donc, au moment des prochaines élections, il y aura 2 années sur 5 découlées. Donc, le prochain gouvernement aura aussi la responsabilité de poursuivre ces actions-là. Donc, je suis plutôt confiant, peu importe le résultat de l'élection, que cette thématique demeurera centrale, qu'elle demeurera importante aux yeux du prochain gouvernement,
bon, c'est une lutte de tous les instants, c'est un enjeu sociétal fondamental et les gens en sont de plus en plus conscients. Il y a quelques années, bon, en fait, je pense que depuis longtemps, on ne remet pas en question la présence de racisme, mais je pense qu'il est devenu intolérable de plus en plus là, aux yeux de la population et de Mhm. voir le gouvernement mobilisé de cette façon-là, comme il l'est présentement, ben, ma foi, je pense que ça peut nous permettre d'être optimistes pour la suite des choses. Benoît Charette, merci beaucoup. Merci de nous avoir encore choisi pour faire un bilan un peu de ces, je dis bien, de ces 12 mois à la tête de ce ministère de la lutte contre le racisme. Et puis les actions, comme je dis, ben, on les observe, on les analyse, voilà, on les scrute un peu. Puis lorsqu'on a des questions, ben, on se tourne vers vous. Merci et puis bonne continuation. Merci de l'invitation, toujours un plaisir et on se dit tout simplement une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci. Merci, au plaisir.